9 mois après sa présentation, le plan de redressement de la Jirama proposé par l'actuel directeur général a été validé par l'exécutif, malgré la mise en place d'un comité de pilotage et la révision du conseil d'administration. Un ancien PCA de la Jirama rappelle que plusieurs plans similaires ont échoué par le passé. Le manque de décentralisation freine fortement le développement économique des régions, car le pouvoir décisionnel et les ressources restent concentrés à Tanajib. Résultat, les zones rurales et isolées accusent un important retard de développement, faute d'autonomie réelle. De l'actualité internationale, la Russie a dit vendredi avoir abattu dans la nuit 112 drones ukrainiens qui ont notamment ciblé la région de Moscou. Des attaques aériennes visant le pays et sa capitale pour la 3e journée consécutive et perturbant le fonctionnement de plusieurs aéroports. Plus de 9 mois après sa soumission, l'exécutif a approuvé le plan de redressement de la Jirama, présenté par son actuel directeur général hier durant le Conseil des ministres. C'est en août 2024 que ce dernier, 3 mois après sa nomination, a proposé ce plan dans le but de résoudre les problèmes chroniques de coupure d'électricité et d'eau. Par la suite, une révision du conseil d'administration a été menée, ainsi que la mise en place d'un comité mixte chargé de piloter le redressement de l'entreprise, conformément à la décision du Conseil des ministres du 6 mars 2025. Ce plan de redressement, dont l'objectif principal est de réduire la dépendance financière de la Jirama vis-à-vis de l'État, a été enfin validé. Le plan prévoit également une augmentation de la production d'électricité pour éliminer le délestage et les coupures d'eau. Cependant, de nombreux plans similaires ont déjà été élaborés dans le passé, sans qu'aucun ne parvienne à résoudre durablement ces problèmes, selon un ancien président du conseil d'administration de la Jirama. Au contraire, les délestages et les coupures prolongées se multiplient à nouveau, affectant lourdement les populations de presque toutes les régions. Ce nouveau plan permettra-t-il enfin de venir à bout des difficultés de la Jirama, ou bien connaîtra-t-il le même sort que les précédents? Des promesses ensuite, comme celles trop souvent entendues de la part des dirigeants. Un tel plan a déjà été appliqué à 3 reprises sans succès. Cet ancien PCA insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des solutions concrètes en matière de production, capables de répondre aux besoins réels de la population à un prix abordable pour tous. Ce plan ne sera efficace que s'il parvient à résoudre les problèmes internes de la Jirama. Ces difficultés ne peuvent être surmontées que de l'intérieur, à travers des solutions industrielles concrètes. Il s'agit avant tout de produire de l'eau et de l'électricité en quantité suffisante et de les acheminer jusqu'à la population à un prix compatible avec son pouvoir d'achat. C'est là le cœur de métier de la Jirama. On parle de redressement depuis des années, mais les délestages persistent. Pour rappel, l'État verse chaque année entre 300 et 500 milliards d'arrêts à la Jirama sous forme de subventions. Pourtant, les résultats restent décevants. Les coupures s'aggravent, poussant de plus en plus de citoyens à descendre dans la rue. Seuls des experts connaissant réellement les maux internes de la Jirama devraient être autorisés à travailler librement pour y remédier, selon les explications. Il convient également de souligner que la mise en œuvre de ce plan de redressement, approuvé hier en Conseil des ministres, faisait partie des exigences du Fonds monétaire international. La population attend des résultats concrets. Elle n'a plus besoin de promesses creuses, mais d'actions efficaces et durables de la part du gouvernement. Le manque de véritable décentralisation constitue un obstacle majeur au développement économique de Madagascar. Selon les économistes, il est difficile de mettre en œuvre des projets de développement économique à l'échelle locale dans les régions, car le pouvoir et les ressources demeurent concentrés dans la capitale. Premièrement, les prises de décision sont excessivement lentes. L'octroi de permis, d'autorisation et d'agrément dans les régions doit obligatoirement passer par le pouvoir central, ce qui peut prendre des mois, voire des années. Deuxièmement, la quasi-totalité des opportunités en matière d'emploi, d'éducation et de développement est concentrée à Tanajib. Troisièmement, les recettes fiscales issues de l'exploitation et de la production en région sont systématiquement transférées au trésor public à Tanajib. Ces fonds ne parviennent aux communes qu'avec retard ou sous forme de montants dérisoires, ce qui freine considérablement le développement local.
En conséquence, le développement des régions accuse un important retard par rapport à celui d'Antananarivo, notamment dans les zones isolées, difficiles d'accès, en raison de leur manque d'autonomie et de pouvoir effectif. La centralisation constitue le principal obstacle au développement de Madagascar. Les besoins diffèrent d'une région à l'autre. À Morondava, par exemple, le tourisme devrait être une priorité. Pourtant, jusqu'à notre initiative en 2018, il n'existait aucune école de tourisme pour former les jeunes et les cadres sur place. De plus, il n'y a toujours pas d'aéroport international, ce qui oblige les touristes à transiter par la capitale. Un aéroport à Morondava permettrait aux visiteurs d'y arriver directement, sans passer par Antananarivo. À Maïvatanan, la présence de nombreuses ressources aurifères devrait permettre le développement local. Pourtant, les recettes fiscales issues de cette exploitation sont envoyées à Antananarivo. La commune de Maïvatanan n'en reçoit qu'une part minime. Résultat, Antananarivo se développe tandis que les régions restent à la traîne. La mise en œuvre d'une véritable décentralisation n'est pas difficile, selon les explications. Ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. Les dirigeants ne montrent aucune intention de partager leur pouvoir et une vraie décentralisation dérange les calculs politiques et les intérêts d'une minorité. Le problème, c'est qu'un président, une fois au pouvoir, réalise l'étendue de ses prérogatives et n'a jamais accepté de les partager. Aucun président ne l'a fait jusqu'à présent et il est peu probable que cela change. C'est pourquoi il ne faudrait pas commencer par une élection présidentielle. Il serait plus judicieux de créer une assemblée constituante. Celle-ci serait composée de représentants des Fokontans pour une nouvelle constitution. La centralisation ne profite pas uniquement au président. Elle sert aussi les intérêts de certains pays étrangers. En contrôlant une seule personne détenant tout le pouvoir, ils peuvent influencer l'ensemble de Madagascar. En revanche, si le pays était véritablement décentralisé, avec un pouvoir réparti dès les Fokontans, il leur faudrait contrôler plus de 17 000 Fokontans pour espérer maîtriser Madagascar, ce qui est pratiquement impossible. Par conséquent, le pays doit revoir sa structure et s'engager dans une véritable décentralisation du pouvoir, condition essentielle à un développement réel. Un développement qui commence dans chaque Foktan à travers l'ensemble de l'île. Aujourd'hui, le député, président de la commission spéciale chargée de l'accusation des hauts fonctionnaires devant la Haute Cour de justice, a assuré que les députés ne seront pas un blocage pour l'acheminement des dossiers en cours à l'Assemblée nationale vers la HCJ. Ni moi, ni les membres de la commission que je dirige ne seront un frein. Cette session sera la première occasion pour nous de nous réunir officiellement. Nous allons examiner les dossiers. L'Assemblée nationale ne sera pas bloquée. Certes, je ne prendrai pas seul les décisions, mais je vais conduire les débats, c'est mon rôle. Vous dites qu'il y a eu des blocages auparavant? Oui, c'est vrai. Mais cette fois, ce ne sera plus le cas. Il reste donc à voir s'il y aura bel et bien des hauts fonctionnaires accusés de détournement de fonds publics, de corruption et d'abus de pouvoir qui comparaîtront devant la justice pendant le mandat de ces députés. Aujourd'hui, 23 mai, est célébrée la Journée mondiale de la tortue. Madagascar est l'un des pays qui commémore cet événement chaque année, une occasion de rappeler et d'inciter chacun à la protection des tortues. L'île abrite des espèces endémiques, très prisées à l'étranger, en raison de leur rareté hors de ses frontières. Au-delà de ses autres richesses naturelles, la tortue constitue un atout majeur pour Madagascar, ce qui explique son taux élevé d'exportation illégale. Ce trafic demeure une réalité préoccupante sur le territoire et progresse annuellement, malgré les stratégies gouvernementales. Une telle activité ne saurait être l'œuvre de simples particuliers. Les tortues représentent une richesse considérable pour Madagascar, abritant de nombreuses espèces endémiques uniques au monde. Normalement, ces animaux devraient être une source d'attraction touristique majeure. Si le trafic de tortues persiste, c'est qu'il s'avère extrêmement lucratif, les prix sur le marché international étant très élevés, ce qui motive leur exportation illégale.
Face à cette situation, les dirigeants devraient adopter des mesures d'envergure pour protéger efficacement les tortues. Il serait également judicieux d'investir dans la recherche afin de déterminer comment accroître leur population à Madagascar. Il est peu probable que les réseaux de trafic opèrent sans la complicité de certaines autorités, de simples citoyens ne pourraient mener de telles opérations. Madagascar compte 9 espèces de tortues, terrestres et marines. Parmi celles-ci, 5 sont exclusivement présentées sur l'île et figurent parmi les espèces les plus menacées, classées comme animaux protégés, dont l'exportation et la commercialisation sont prohibées. Elles sont toutes actuellement en danger d'extinction, inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'éradication du trafic de tortues à Madagascar restera un défi tant que les réseaux de trafiquants influents continueront d'opérer dans le pays. Chaque année, environ 2000 jeunes filles âgées de 15 à 19 ans sont victimes de la fistule obstétricale à Madagascar, une pathologie encore largement méconnue et stigmatisée. Les régions de Vadfav et Fitfunani affichent les taux les plus élevés du pays. La prise en charge de cette maladie reste complexe. Chaque patiente nécessite une hospitalisation d'au moins 21 jours, ce qui rend le traitement lent et difficile. Actuellement, le pays ne dispose que de 15 centres de traitement spécialisés et compte à peine 22 spécialistes capables de soigner la fistule. L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, joue un rôle central dans le soutien aux efforts de lutte contre cette affection. Mais comme le souligne l'organisation, éradiquer la fistule à Madagascar reste un défi de taille en raison de multiples contraintes. Je parle de défi de Madagascar, c'est le nombre des accouchements qui sont faits au niveau communautaire, qui sont dirigés par le personnel qui n'est pas professionnel. Ça, c'est un. 2, c'est vraiment, il y a des populations qui sont éloignées, qui vivent dans les zones où il n'y a pas de centre de santé et que même il y a un problème des routes, peut-être d'accès, et même les transports, c'est un peu différent, c'est un peu difficile. Et quand il arrive au niveau de centre de santé, ça va être un problème qui ne peut pas être pris par les professionnels. Et puis quand ça arrive au niveau de districts, il y a même des districts qui n'ont pas de bloc de césarienne. Donc c'est tous ces problèmes qui sont liés vraiment aux piliers du système de santé qu'il faut en fait toucher. Les infrastructures, le personnel, les compétences, mais aussi l'accès à ces services. La fistule obstétricale est souvent provoquée par des rapports sexuels ou des grossesses précoces, mais elle peut résulter de nombreux autres facteurs, ce qui complique la prévention. Il s'agit d'une pathologie aux conséquences dramatiques pour la santé physique, psychologique et sociale des jeunes filles. La Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, célébrée chaque année le 23 mai, avait pour thème cette année « Sa santé, ses droits, construire un avenir sans fistule ». À Madagascar, la célébration officielle s'est tenue aujourd'hui à Fianarantsoa, en présence de nombreux acteurs de la santé publique. À 2 jours de la fête des mères, les marchés commencent à se remplir de personnes à la recherche de cadeaux, selon les commerçants interrogés. Malgré les difficultés, nombreux sont les enfants qui estiment que leur mère mérite d'être honorée et que cette célébration reste importante, marquée par un souvenir ou un présent, même modeste. Nous ne serions pas là sans nos mères, il est donc logique que la fête des mères soit importante. Pour ma part, j'offre un cadeau à ma mère chaque année. C'est toujours une surprise, et j'ai économisé longtemps pour celui de cette année. Je ne prends jamais cette occasion à la légère, car ma mère a toujours été présente pour moi, et je l'aime profondément. D'après les observations sur le terrain, le marché des bijoux en argent et en or connaît un véritable engouement à l'approche de la fête des mères. Les clients privilégient les boucles d'oreilles, les colliers ou encore les bagues comme cadeau. Le nombre de clients a d'ailleurs augmenté par rapport à l'an dernier, selon les commerçants. Par rapport à l'année dernière, les gens se sont davantage mobilisés pour passer des commandes, certains allant jusqu'à commander 2 semaines à l'avance. Le marché de cette année est meilleur, les gens prennent davantage conscience de la valeur d'une mère. Nous vendons des bijoux, car les mères sont avant tout des femmes, et elles aiment se sentir belles et valorisées.
En revanche, le marché des articles et accessoires personnalisés demeure relativement calme, ont souligné d'autres vendeurs. Chacun a sa manière d'exprimer sa reconnaissance envers sa mère, selon les témoignages recueillis. L'idée qui ressort le plus est que la place d'une mère est irremplaçable et qu'elle mérite d'être aimée. Parmi les cadeaux les plus précieux cités figurent le respect et la sagesse.